Il y a 3 défis majeurs dans la profession. Il y a un gros défi qui est générationnel. Le deuxième défi, c'est un défi technologique. Et le troisième défi, c'est un défi économique. Bienvenue dans l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables et à l'écosystème comptable au sens large. Je suis Alexis Lama, votre hôte, et également le fondateur de Booster Digital, l'agence digitale dédiée aux experts comptables. Tout de suite, je vous souhaite un excellent épisode et je vous dis à très vite. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club, un épisode comme à chaque fois que je suis trop heureux de faire. Diffusion été, début d'été, tu vois, il commence à faire beau, la période fiscale est derrière nous et Mathieu, on va parler d'un sujet qui a excité et qui excite tout le monde, qui est sur toutes les lèvres, qui est la financiarisation de la profession. Et on entend de tout. J'ai fait des épisodes depuis le début de l'année sur quelle est la valo des cabinets, qu'est-ce qui se passe. L'an dernier, j'avais fait avec un fonds. Et là, tu vois, avec le groupe Archipel, vous êtes arrivé dans l'histoire. Ok, ça y est, on a un fonds qui monte un build-up et on va ouvrir le capot aujourd'hui de l'histoire à la fois du groupe Archipel, de toi aussi ton histoire pour qu'on comprenne qu'est-ce qui t'a amené là. Et vraiment, j'ai vraiment envie que à la fin de cette heure et quart qu'on va passer ensemble, on puisse tout savoir. Voilà, c'est la promesse que je fais aujourd'hui. Non, mais on puisse vraiment tout savoir sur quels sont les projets, qu'est-ce que ça apporte. Évidemment, comme avant chaque épisode, j'envoie aux membres de l'Accounting Business Club quelles sont les questions. Ils m'ont posé les questions qui piquent et je t'ai demandé est-ce qu'il y a des sujets tabous. Tu m'as dit non, on peut répondre à tout. Donc je suis vraiment très heureux de te recevoir aujourd'hui dans le podcast pour parler de ce sujet qui est chaud brûlant, quoi. Mathieu, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, Alexis. Pour commencer, pour donner un peu un plan, tu vois, que j'avais préparé, on va dire. En gros, si tu veux, moi j'aimerais qu'on voit à la fois quel est le projet d'Archipel, tout au début comprendre comment toi t'es arrivé dans ce monde, parce que tu vois, quand on parle de build-up et de financiarisation, les retours que j'en ai parfois, c'est ok, et c'est un message d'un membre qui m'a dit bon, moi c'est des mecs de Paname qui viennent et qui vont nous apprendre à faire notre métier. Donc tu vois, il y a aussi ce retour terrain. Donc j'aimerais qu'on comprenne qu'est-ce qui t'a amené là, quel est le projet. Il y a des sujets aussi, tu vois, de gouvernance, c'est-à-dire comment ça se passe la gouvernance dans ce type de projet. Il y a un sujet sur la valorisation et notamment quelle est ta vision du métier, c'est-à-dire que quand on voit tous les changements qui arrivent, IA, facture électronique et plein d'autres choses, toi, au fait, c'est quoi ton modèle, c'est quoi ta thèse, et puis après, au milieu de tout ça, on va parler quels sont les outils, on va parler de plein de choses. Ça te va comme programme ? Super. Allez Mathieu, parole à toi. Je te laisse d'abord te présenter pour qu'on comprenne bien qui tu es et quel est le contexte Super. Dans lequel tu arrives dans l'expertise. Parfait. Et bonjour à tous. Donc Mathieu Luneau, 35 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Le 3e est né il y a 1 mois. Oh. À partir de, enfin voilà, je sais pas encore vraiment quand on sort l'épisode, mais en tout cas il a 1 mois à peu près aujourd'hui. Là aujourd'hui de la date d'enregistrement, donc on enregistre début juin. Félicitations. Ouais, merci. Ça va, t'as pas trop de petits yeux. Je gère plutôt pas trop mal en ce moment. Il est plutôt sympa. Génial, félicitations. Voilà. C'est quoi 3 Et j'ai un petit garçon, une petite fille et un autre petit garçon. Voilà, le choix du roi. Ok, voilà, bravo. Exactement. Donc voilà, je suis ancien avocat. J'ai travaillé 3 ans dans un cabinet qui s'appelle Bredin-Pratt, qui a à faire de la fusion-acquisition. Et ensuite, j'ai monté une société qui s'appelait Uncle, qui faisait de l'immobilier et de l'assurance. On protégeait les propriétaires contre les impayés de loyer. Donc, on concevait des produits d'assurance dont on ne portait pas le risque. On travaillait en gros avec des porteurs de risque assureurs qui assuraient le risque économique des produits. Et nous, on gérait, en tant que courtier en assurance plus, tout de la souscription jusqu'à la gestion des sinistres. Et donc, on avait un modèle où on était à la fois en B2C et en B2B2C. Donc, vente en direct sur notre plateforme et B2B2C. On avait créé un SaaS pour les professionnels de l'immobilier qui distribuait du coup nos produits. J'ai vendu la boîte il y a 3 ans. C'était une belle aventure. Et voilà, et c'est ce qui m'a donné envie de remonter un autre projet. Donc j'ai regardé, donc je te fais directement la question de pourquoi t'en es venu à là. Qu'est-ce qui t'amène à l'expertise comptable? Je sais pas si je vais répondre à tout, mais t'hésites pas à me reposer des questions si jamais. Moi, j'adore monter des boîtes. Je suis vraiment entrepreneur, donc là-dessus, tu vois, nous, on est une équipe d'entrepreneurs avec Maxime, que je vais présenter aussi, mon associé,
et on a monté donc ensemble Archipel. On a regardé en fait pendant pas mal de temps quel pouvait être un bon thème pour monter une boîte. Donc j'ai regardé plein d'opportunités différentes et j'aimais beaucoup cet aspect de build-up. Pourquoi build-up ? C'est parce que ça fait pas mal écho à ce que j'ai fait avant, en fusion-acquisition en tant qu'avocat. Et en même temps, tu as un côté très entrepreneurial où tu montes vraiment une boîte de zéro, tu apportes de la valeur aux gens via notamment un concept de plateforme. Et du coup, tu as à la fois ce côté faire des affaires, faire de la fusion-acquisition et en même temps monter une boîte. Donc j'ai regardé pas mal de thèmes en relation avec ça. J'ai des bons copains d'école de commerce qui ont monté aussi des build-up dans d'autres secteurs et c'est un peu ce qui m'a donné l'idée d'avoir ce type de stratégie. Et au départ, l'expertise comptable, je l'avais plutôt mis de côté. Je me suis dit, en fait, c'est un thème dans lequel les cabinets rachètent depuis longtemps pas mal de cabinets. Il y a déjà 40% du marché qui est consolidé et c'est un thème sur lequel le marché est assez actif. Il y a 400 transactions chaque année. Et donc, on s'était un peu dit avec Maxime, bon, ce thème-là, on n'a pas forcément besoin de gens comme nous. Et en fait, en analysant un peu, j'avais quand même pas mal de retours de personnes, soit dans la partie financière, soit même des experts comptables avec qui j'ai discuté à un moment, parce que forcément, il faut bien avoir des retours terrain pour savoir si tu peux proposer quelque chose. Là, les gars m'ont parlé des différents défis de la profession. Et donc, on s'est dit, il y a quelque chose à faire là-dedans et il y a un modèle différent à apporter. Voilà. Je te lance des perches aussi, comme ça tu peux. C'est quoi les défis qui t'ont chauffé pour venir ? Pour nous, il y a 3 défis majeurs dans la profession qui expliquent notre présence ici. Il y a un premier défi, alors je te les donne pas par ordre de priorité, voilà, il n'y a pas de classement là-dedans. Il y a 3 défis. Il y a un gros défi qui est générationnel. La moitié des experts comptables ont plus de 50 ans. Et quand tu es associé d'un cabinet d'expertise comptable, tu as 53 ans de moyenne d'âge. Donc en fait, dans les années à venir, il va y avoir de plus en plus d'actions de cabinets à racheter ou à vendre selon le cas où tu te situes. De quel côté ? La transmission naturelle, c'est plutôt la jeune génération. C'est le modèle de base, ça a tout le temps été comme ça et on pense que c'est la méthode qui va prédominer encore dans les quelques années à venir. Par contre, on a parlé avec différentes personnes de la profession, donc des gens jeunes qui sont dans la jeune génération qui est censée reprendre des actions. On a parlé à des gens plus vieux qui sont en âge de vendre des actions et on a remarqué que ce modèle-là était un peu grippé. C'est-à-dire en fait le jeune qui vient d'être diplômé ou qui a fait son stage dans un cabinet. Exactement. Qui d'habitude rachetait. Voilà. Et aujourd'hui vous avez analysé. Là on se rend compte que c'est pas si évident que ça pour lui de racheter des actions. Et il y a 3 constats là-dessus. Il y a un premier constat qui est une sorte, j'ai pas envie qu'on se transforme en 2 vieux cons à dire c'était mieux avant, mais il y a une sorte de perte d'esprit entrepreneurial des plus jeunes générations, un envie un peu plus peut-être de confort, un peu moins envie de prendre des risques. Il y a aussi, en fait, avec les nouvelles techno, t'as de plus en plus cet effet un peu immédiat. C'est facile, en fait, d'avoir une info, c'est facile de faire des choses. T'as un peu moins ce côté, peut-être, besogneux des générations d'avant. Donc, t'as une perte d'entrepreneuriat. Ça me fait plaisir de pas être le seul boomer de l'histoire. Exactement. Non, mais et bien sûr, là, on dresse des généralités. Hein. C'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est un esprit ambiant général. Le deuxième aspect, c'est que les cabinets ont grossi, en fait, progressivement. Donc, aujourd'hui, prendre des positions dans le marché de l'expertise, c'est plus compliqué pour un jeune actuellement. En tout cas, c'est plus compliqué financièrement. Il doit mettre beaucoup plus d'argent sur la table et il peut se faire aider, bien sûr, par les banques, comme c'est souvent le cas, mais bon, il y a quand même des montants conséquents à sortir. Faut savoir que le ratio, je pense que tu connais ça par cœur, mais un associé va gérer à peu près dans un cabinet, en moyenne, dans ce qu'on voit, entre 1 et 2 millions de chiffres d'affaires. Ça, c'est les ratios. Ouais. Exactement. Donc, en gros, tu peux te dire que c'est à peu près le montant que doit sortir un jeune pour prendre les positions de celui qui veut sortir. Et le dernier aspect, c'est que tu as un aspect qui revient assez souvent et dans les discussions et dans les différents dossiers qu'on analyse, qui est que souvent, le portefeuille d'un expert comptable
est assez bien reflété par l'âge de l'expert comptable. Et donc on dit souvent que l'expert comptable a l'âge de ses clients et inversement. Et donc c'est sûr qu'un expert comptable qui est en fin de carrière et qui veut partir, s'il n'a pas renouvelé et son portefeuille et ses outils, etc., en tant que jeune, tu vas prendre des positions dans quelque chose qui est en train d'un peu de s'étioler. Donc il y a un premier aspect sur cet aspect générationnel qui est il va manquer dans les années à venir de liquidité. Et c'est ce qui explique notamment la présence de fonds extérieurs, parce qu'il faudra bien de toute façon que les gens qui veulent sortir, il y aura un problème de liquidité si tu ne te bases que sur les jeunes générations. Donc là, quand tu dis problème de liquidité, c'est tu manques de financement. Tu manques de financement, etc. pour en effet sortir ceux qui veulent sortir. Okay. En fait, c'est exactement comme on peut prendre l'exemple de l'immobilier. Ouais. L'immobilier, quand c'est liquide, c'est assez magique. Tu mets ton appart sur le marché, ça part tout de suite. En ce moment, c'est un peu moins liquide. C'est un peu moins liquide, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est pas parce que l'associé a 60, 65, 70 ans et qui met ses actions à vendre qu'il va trouver quelqu'un forcément. Ouais, alors tu vois, ça me permet de rebondir sur la première question qui pique, et le premier, hier, un des sujets sur la communauté, justement, c'était de dire, ouais, mais, donc comme ça, on rentre direct dans le sujet, tu vois, mais c'est de dire... J'ai deux autres défis, hein, je sais. Je les retiens. Et... Je m'étais dit, ok, j'ai le premier, il m'en manque deux. Mais tu vois, ça me permet de rentrer sur le fait que, dans la conversation hier, c'était un cabinet d'expertise comptable, c'est rentable, quoi qu'il, c'est finançable, il y a Interfimo et les autres banques qui y vont direct. Pourquoi un jeune, quand bien même en effet les montants pourraient être importants, mais un jeune aujourd'hui, il a des retours que j'en ai, il arrive à se faire financer par les banques. Mais c'est pareil pour l'immobilier. Pourquoi tout l'immobilier, notamment l'immobilier un peu plus en province, c'est un peu plus compliqué d'avoir des bonnes rentas à Paris, mais pourquoi tout l'immo n'est pas racheté directement parce que tu sais que tu vas faire une bonne opération, c'est que derrière, tu as de la gestion, derrière, tu as des problèmes potentiellement humains. Donc, reprendre un cabinet, tu as aussi un lot de... Tu as un mix, en fait, ok, dans ta liquidité, toi, dans ton analyse de liquidité, tu as un mix entre prix à payer et tous les à côté... Bien sûr. Ok, intéressant. Non, mais voilà, là, je comprends mieux que par rapport juste le sujet de financement, où quand j'évoque ce sujet, on me dit, non, mais... Le financement aujourd'hui n'est pas un vrai problème pour les experts comptables. Ouais, je suis assez d'accord avec ta remarque. Je parle c'est un problème qui va se poser beaucoup plus dans les années à venir. Et ça va être lié pas tellement à une question de cash qui n'est pas là, mais plus une question aussi de mentalité de est-ce que je vais prendre des positions à ce prix-là dans le marché. Voilà. Ok, voilà. Là, ça me permet de mieux recomprendre ce premier sujet. Ok. Quel est le deuxième défi ? Le deuxième défi, c'est un défi technologique. T'en parles pas mal. IA, facturation électronique, automatisation des process. Nous, on pense qu'il y a une notion de train qui est en train de passer. Et il y a des cabinets qui vont être acteurs du changement. Il y a d'autres cabinets qui vont un peu plus le subir. Et en ce moment, comme tu l'imagines, je discute avec pas mal d'experts comptables à qui je parle de ces mêmes défis. Et il y en a beaucoup qui me disent, c'est vrai que moi, depuis que j'ai commencé ce métier, on me parle de disruption, on me parle du fait que je vais être complètement has-been, etc. avec la techno. J'entends ce discours-là depuis que j'ai commencé. Toujours, quoi. Voilà. Et jusque-là, c'était plus des murmures. Mais en effet, il y a quand même un sentiment en ce moment qui est que là, il y a des choses quand même assez importantes qui sont en train de se passer. Facturation électronique, ça arrive en 2026. IA, on a vu vraiment des cas d'application qui sont bluffants. Enfin, moi, je bosse tous les jours avec l'IA. C'est assez magique. On reviendra après sur tes cas d'application, j'adore. Ça te fait gagner quand même un temps fou. Donc voilà, je pense qu'il y a des vrais virages à négocier et qu'en ce moment, on est dans une situation où il y a un peu un virage. Et traditionnellement, en fait, les cabinets d'expertise sont des partnerships, ce que j'ai bien connu en tant qu'avocat. Et dans tout partnership, une fois que tu as payé ton impôt, post-EBITDA, etc., le sport national, c'est de te reverser l'excédent et en dividende. Et donc, en fait, ta REM, elle est variable. Tu ajustes un peu ta REM en fonction des résultats. Et c'est dans tout partenariat, tu as assez peu la vision et l'habitude d'investir sur les années à venir.
tu te dis que de toute façon, comme tu le dis, c'est rentable, ça va retomber l'année d'après, etc. Et je pense qu'on est à un tournant où les gens qui n'investissent pas dès maintenant, et on ne parle pas de gros montants, hein, on parle de changer un peu sa vision des choses, etc. Mais je pense que les gens qui n'investissent pas vont être au devant de potentiellement un peu de retard pour la suite. Rien de grave à mon sens. Tu vois, un bon cabinet et un bon expert comptable va toujours réussir à sortir la tête de l'eau, etc. Mais il y a quand même des enjeux de process et d'opérationnel qui peut être grandement amélioré. C'est quoi selon toi, tu vois, c'est un vrai sujet, l'investissement, c'est quoi selon toi la part, je sais pas si on peut la parler en chiffre d'affaires, mais on va dire la part du chiffre d'affaires qu'il faudrait mettre de côté pour réinvestir justement aujourd'hui? C'est une très bonne question. Et honnêtement, je vais pas me hasarder à te donner une réponse. Généralement, je crois que ce qu'on voyait, nous, dans les autres industries, c'était à peu près entre 20 et 25% qui étaient réinvestis derrière dans d'autres projets. Est-ce que ce chiffre-là est bien pour la profession? Honnêtement, non. J'ai pas la bonne réponse là-dessus. En tout cas, je pense que ce qui est important en termes d'investissement, c'est à la fois un investissement en ressources, qui est un vrai investissement pour un expert comptable, parce que ça tape directement dans sa rentabilité. Quand tu dis en ressources, c'est en temps homme disponible? Ouais, exactement. Enfin, en fonction support, potentiellement. Enfin, ce qui fait qu'il va gagner du temps pour améliorer sa promesse de valeur pour les clients. Tu vois, tous les experts comptables ont du mal à recruter, tous les experts comptables ont du mal à mettre en place des process, parce que forcément, c'est des métiers qui sont quand même très opérationnels. Donc, si tu réussis à avoir une bonne équipe, tu peux te sauvegarder du temps, mais derrière, encore faut-il le passer pour améliorer le quotidien de tes équipes. C'est un gros changement, ça, je trouve, tu vois, sur les dernières années, de dire, t'es obligé, au lieu de penser toujours en temps facturable, t'es obligé maintenant de penser en temps investi pour transformer, en fait, ton entreprise, quoi. Ouais, en fait, je l'ai connu, moi aussi, en tant qu'avocat. On dresse pas mal. Alors, ce que je vais te dire est très simpliste et très manichéen. Mais généralement, ce qu'on voit, c'est, t'as 3 types pour nous d'associés. Dans un cabinet, tu as l'associé technicien, le gars qui va bosser ses dossiers, qui aime la technique, qui aime répondre à ses clients, etc. Tu as l'associé qui est plutôt commercial, développeur, qui va développer du chiffre, qui va potentiellement générer des opportunités de croissance externe, etc. Qui va plus être du coup tourné vers un peu le développement, mais externe du cabinet, ce qui va permettre au cabinet de continuer à grossir. Et t'as l'expert comptable un peu plus manager, chef d'équipe, tu vois, qui va aimer gérer les hommes, qui va aimer mettre en place des process, etc. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est illusoire de croire que tu vas avoir tes 3 capacités dans le même homme. C'est en ça que les partnerships sont super, parce que tu peux, avec des profils très complémentaires, tu peux construire une base d'entreprise où tu as les forces et faiblesses de chacun, et à la fin ça fait un si tu le ensemble, penses en format entreprise. Si tu le penses en format entreprise, qui est en effet une des autres problématiques. Mais donc en effet ça répond complètement à ta question. Quel est le 3e défi du coup que toi tu as eu en retour? Ouais, et le 3e défi, c'est un défi économique. Alors dans ce premier défi économique, il y a une notion où tout le monde s'accorde là-dessus, qui est la pénurie de talent. Aujourd'hui, c'est très compliqué. On a un marché qui est très tendu là-dessus. Donc, trouver des bonnes ressources, c'est compliqué. Je parle de ressources, c'est peut-être le terme, mais peut-être pas. Non, mais on comprend. Voilà. Trouver des bonnes personnes pour des talents. Trouver des talents, c'est très compliqué. Et tu as une notion, moi je le vis aussi, qui est aussi, il faut réussir derrière, attirer des talents, c'est bien, mais après, il faut les garder. Voilà, faut les garder, et retenir des talents, c'est une paire de manches pour moi encore plus compliquée. Et ça, c'est un des vrais enjeux des cabinets dans les années à venir aussi, tu vois, en termes d'investissement. Donc voilà, et tu as aussi une grosse présence qui est la présence des éditeurs. Les éditeurs, c'est des gens qui ont réussi à attirer pas mal de capitaux, et nous, on voit ça d'un côté très positif,
parce que c'est grâce aux éditeurs qu'il y a de l'innovation sur le marché en termes d'outils, et nous on pense que c'est bien. Donc tu vois, tout ce qui est augmentation des tarifs, à partir du moment où c'est raisonné, nous on pense que ça va un peu dans le sens de l'histoire. Ouais. Tu parles augmentation des tarifs des éditeurs. Des éditeurs, ouais, exactement. Et du coup, ça amène 2 conséquences pour les experts comptables. Il y a une première conséquence qui est le grignotage sur une partie du périmètre. En fait, le cas de base là-dessus, c'est de dire le gars qui va capter de la valeur, c'est généralement celui qui l'a créé. Et là-dessus, tu peux le voir, par exemple, pour la saisie comptable. C'était avant une des tâches de l'expert comptable. Aujourd'hui, elle est quasiment complètement automatisée par les éditeurs. Et avec la facturation électronique... Ça finira par l'être un jour. Non, n'en parlons même pas. Donc là-dessus, il faut réussir à s'adapter. Et c'est notamment ce grignotage qui explique que, en fait, un simple cabinet d'expertise se doit d'évoluer vers la notion d'entreprise de service. Être plus diversifié, développer un peu plus de missions de conseil, etc. Deuxième aspect, c'est le pouvoir politique des éditeurs. Et ça, c'est important. Le marché en fait des cabinets est un marché quand même assez fragmenté. On le disait tout à l'heure, il y a à peu près 40% du marché qui est consolidé. Du coup, ce qui veut dire qu'il y a 60% du marché qui ne l'est pas. Donc, tu as une myriade de petits cabinets. Et donc, c'est notamment pour ça qu'on est là, parce que pour nous, il y a un vrai aspect et un vrai intérêt à se regrouper pour faire en sorte de ne pas se faire imposer ni des conditions business, ni des conditions financières par les éditeurs de logiciels, qui vont continuer à attirer du capital, qui vont continuer à se développer, qui vont continuer d'innover, et donc qui vont continuer à soit créer de la valeur, soit en capter un peu aux experts comptables. Donc en fait, sur ces 3 défis, tu vois, tu as le premier défi générationnel où tu as besoin d'apports de capital nouveaux de la part d'un tiers pour permettre aux plus jeunes de prendre des positions dans le marché et permettre à ceux qui veulent sortir de partir. Tu as un autre aspect sur les défis technologiques pour investir dans les cabinets et les digitaliser un peu plus et les faire passer un peu plus sur la bonne page pour devenir une entreprise de service. Et sur ce dernier aspect de défi économique, tu as besoin de te regrouper pour offrir une force de frappe de manière à... Le terme lutter est peut-être un peu trop belliqueux, mais ne pas te faire bouffer. Ouais, c'est tout autant belliqueux. Ne pas te faire avoir par un éditeur de logiciel. En fait, pour avoir un peu de force en face. Exactement. Quand bien même, en réalité, tu sais comme moi que la force en face, elle va être compliquée, quoi. Quand t'es en face d'un CJ, d'un Penny Lane, d'un Sage, ou au MyUnisoft, ou tous les autres, ou Time, ou Income, voilà, comme ça je les aurais tous, et ACD, allez voilà, ça y est, j'arrête. Mais en soi, maintenant dans la relation, tu vois, dans la digitalisation, dans le transfert de valeur, il va falloir renforcer fortement la relation humaine. Je suis complètement d'accord avec ça. Ouais. Et c'est ce qui explique que les cabinets doivent évoluer là-dessus. Et moi, je suis très excité par les prochaines étapes qui attendent le marché, parce que je pense qu'on parle beaucoup de défis, et ce défi, tu peux le voir des 2 lorgnettes. Tu as soit l'aspect défi en mode peur, et je trouve que la profession en ce moment communique beaucoup sur cet aspect de la médaille, sur le côté peur. Et tu as l'autre aspect qui est un aspect d'opportunité. Ouais, bien sûr. Moi, en tant qu'entrepreneur, mais c'est peut-être pas forcément toujours le cas, mais je réfléchis beaucoup sur un angle opportunité. Il y a plein de défis, ça va être génial. C'est une aventure qui va être assez excitante. Ouais, comment tu profites de ce défi? De toute façon, sinon, tu n'aurais pas monté ce projet. Voilà. Juste pour revenir du coup sur le groupe, ton associé, il faisait quoi? Comment vous vous répartissez aujourd'hui, que je comprenne bien les rôles? On est 2 associés. Donc, moi, je me suis présenté tout à l'heure. Ceux qui ont sauté ce passage, il faut vraiment rembobiner. Ah ouais, ce serait inadmissible de le louper, surtout que tu as eu un enfant il y a 1 mois et tu es en forme, et ça, bravo. Et mon associé, c'est un super mec, Maxime Ridel. Il a 35 ans aussi, marié, 2 enfants, ancien banquier d'affaires chez JP Morgan. Il a passé 6 ans là-bas. Il a ensuite passé 3 ans dans un fonds de private equity immobilier qui s'appelle Hermond Capital. Et sur le côté, je le dis aux auditeurs du podcast, Maxime a également monté un petit groupe familial hôtelier à la montagne.
et avec ses parents. Ils ont notamment 2 hôtels à Val Thorens, et je le dis parce que Maxime a l'invitation très facile. Donc si vous êtes sympa avec Archipel et avec Maxime, sachez qu'il y aura peut-être une petite invitation à Val Thorens qui peut tomber. Sur l'hiver prochain. Voilà, c'est noté. Exactement. Donc voilà, Maxime, c'est un super gars. C'est un mec brillant avec qui je prends vraiment beaucoup de plaisir à travailler. C'est un copain de ma femme à la base, d'école de commerce. Et donc tu me posais la question de comment on se répartit les rôles. Moi, je suis le développeur, on va dire, du projet. Donc c'est moi qui est beaucoup... Moi, mon quotidien en ce moment, c'est de parler à peu près en moyenne à 5-6 experts comptables chaque jour. Donc moi, mon but à moi, ma KPI personnelle, c'est de faire en sorte de rencontrer tout le marché, si possible, dans les 2 ans. En commençant par notre cœur de cible, qui est des cabinets entre 2 et 30 millions de chiffre d'affaires. Donc beaucoup de conversations. Grosse cible. Voilà, grosse cible. Donc voilà, moi je passe beaucoup de temps à générer des contacts, à faire en sorte, en fait, et c'est normal parce qu'on est encore nouveau dans le marché. Donc c'est aussi... tu as à la fois un aspect quantitatif qui est indéniable, mais tu as également une nécessité pour nous de se faire des avis sur les gens sympas de la profession, les gens qui sont compétents dans la profession, les gens qui sont motivés pour continuer le développement. Et donc, c'est pour ça que je fais tout ça. Et Maxime, de son côté, va avoir comme je te l'ai dit, un profil beaucoup plus financier. Mais en même temps qui est entrepreneur, donc c'est ce qui est vraiment top. Et donc Maxime, lui, son rôle, c'est une fois qu'on a généré le contact et que le cabinet est intéressé pour poursuivre les discussions, c'est Maxime qui va analyser ces différents documents, qui va prendre un peu plus la main sur les aspects financiers, qui va déterminer une valo ensemble avec moi, mais c'est plus lui qui a ce rôle-là. Et derrière, on va faire une offre, on va arriver jusqu'à la fin, jusqu'à la signature du closing, et c'est moi qui vais reprendre la main derrière sur les aspects un peu plus business. Parce que derrière, il y a quand même des aspects, on n'est pas juste un groupe, on l'entend parfois, les consolidateurs c'est bien, les fonds c'est bien, mais ça empile des cabinets. Alors, si c'était que ça, je pense que les gens l'auraient fait bien avant nous. Mais il y a quand même un aspect de apporter de la valeur aux différents cabinets que tu intègres et faire en sorte du coup de leur faire gagner du temps sur leurs différentes problématiques. Donc moi notamment, je suis un peu plus en charge de ces éléments-là. Ouais, c'est la plateforme dont tu parlais où je vais creuser. Juste avant de creuser, je vais piquer 2 secondes. J'imagine, tu vois, comment tu gères la gouvernance. Je me mets à la place d'un expert comptable. J'ai fait tout le cursus, je travaille depuis des années, j'ai passé le DEC, je connais mon métier. Et j'ai 2 HEC, j'imagine, dans le profil. C'est le fameux un HEC, un ESSEC. Voilà, un HEC, un ESSEC. Ouais. Tu vois le cliché dont je veux te parler. Bien sûr. M&A, 2 mecs de Paname. Comment tu gères la gouvernance? C'est quoi le projet que tu arrives? Comment tu captes l'attention, tu vois? C'est une question très importante. Nous, tu le disais tout à l'heure, financiarisation, fonds. Alors nous, on n'est pas un fonds. On n'est pas un family office non plus. On n'est pas un cabinet d'expertise. On est une équipe d'entrepreneurs et on est là pour apporter de la valeur à des associés qui sont nos associés business, qui sont les experts comptables, commissaires aux comptes et de façon plus générale, les associés qui ne le seraient pas dans les cabinets parce qu'on en voit quand même de plus en plus. Ah oui, tu veux dire ceux qui ne seraient pas diplômés mais qui seraient associés. Ok. Et le but, c'est ensemble de construire ensemble ce groupe Archipel qui va être un des leaders indépendants du conseil financier au sens global, en commençant bien sûr par les métiers de l'expertise, ça va être le gros de notre job. Mais l'idée, c'est de dire, c'est notre projet à tous. C'est pas le projet d'un expert comptable qui aurait réussi à lever du capital et qui aurait réussi déjà à développer un gros groupe et qui chercherait en fait des plus petites acquisitions à coller à sa locomotive et dire viens, rejoins mon projet, ça va être bien, etc. Mais là, il y a un peu un aspect de t'abandonnes un peu ton cabinet à toi pour rejoindre un projet un peu plus gros. Nous, l'idée, c'est qu'on cherche des cabinets qui ont une mentalité de devenir des locomotives de notre projet. Voilà. On va en parler tout à l'heure, j'imagine, mais il y a un concept très fort dans notre projet qui est l'indépendance. Et donc, nous, on cherche des gens qui ont envie
de continuer de développer tout en restant indépendant. Donc ça, c'est le premier aspect. Et je me rends compte là-dessus que je blablate, mais que j'ai pas répondu à ta question sur la gouvernance. J'allais y dire. Si tu me parles d'indépendance et que au final t'injectes quand même, c'est quoi la gouvernance? Alors, sur cette fameuse question de pourquoi deux gars de Paname vont m'expliquer la vie, etc. Alors nous, justement, le premier concept, c'est l'indépendance. Donc nous, on s'associe avec les associés des cabinets. Donc les différentes personnes que je t'ai citées, experts comptables, CAC et autres associés. Et ces gens-là deviennent nos associés business et restent complètement indépendants. Je vais y revenir. Donc en fait, nous, on n'a pas de velléité à venir sur les aspects business, dire aux gens comment ils doivent bosser, etc. Ça ne nous intéresse pas. En fait, on part du principe que si on sélectionne un cabinet, c'est parce que, il y a un fit humain, ça c'est... Premier aspect, ça reste un métier qui de base est intuitu personné, intuitu personné avec tes clients, intuitu personné avec tes équipes et nous, intuitu personné entre associés. Ça c'est le premier aspect. Et deux, un fit business. Et un fit business pour nous c'est on comprend le projet Archipel et on en voit les aspects positifs. Et deux, nous, de notre côté, on estime que si on a sélectionné ce cabinet, on estime que les associés en place ou les futurs associés, parce qu'il y a potentiellement des possibilités pour que les jeunes montent directement à ce moment-là, ont les épaules pour continuer le développement de leur cabinet. On part du principe, en fait, que si on est intéressé par un cabinet, il va continuer son développement. Et là-dessus, nous, on peut être là pour aider de manière active, mais on n'est pas là pour dire les gars, maintenant, à partir de là, on va bosser comme ça, c'est ça les méthodes, c'est ça les process. Tu rentres pas dans la partie métier. On rentre pas dans la partie métier. Mais du coup, côté gouvernance, ça se passe comment? C'est moi j'ai un cabinet, tu me rachètes, je monte du coup, tu me rachètes, j'imagine que je fais un petit turn-out, mais pas des masses non plus pour rester incentivé sur le fait que je remonte sur Groupe Archipel. Et Groupe Archipel, tu me vends un mix tous ensemble. J'en sais rien. Alors, ce que je te propose, c'est je vais répondre à ta question, mais je vais d'abord te parler des 3 piliers de notre projet. Il y a souvent il y a 3 défis. Allez, voilà, vas-y. 3 défis, 3 piliers. Je reviendrai sur ce sujet, tu vois que ça m'intéresse. Ouais. Alors, on a du coup 3 piliers. En fait, ce que je te disais en préambule, c'est nous, on est un nouvel acteur et on propose aussi quelque chose de différent. Parce que pourquoi j'ai mis du temps à te parler de Maxime et de moi, c'est pour te montrer que tous les deux, on n'est pas experts comptables. Donc ça c'est le premier aspect. Et donc du coup la pierre angulaire de notre projet à nous, c'est premier pilier, indépendance. Pourquoi l'indépendance? C'est parce que chez nous c'est une nécessité. On n'est ni l'un ni l'autre expert comptable, donc de toute façon dans un projet de profession réglementée avec des cabinets qui restent de plus indépendants, il faut des gens à la tête de ces cabinets pour continuer à faire fonctionner le business. Donc une nécessité. 2, toujours sur ce même pilier, c'est plutôt là une conviction personnelle. Moi, je viens d'une famille avec une mère qui était infirmière. Mon frère et ma sœur, on est 3 à la maison, sont tous les 2 médecins. Je suis ancien avocat, tu vois, donc j'ai été biberonné dans un environnement très profession libérale. Ma mère me disait tout le temps, il faut que tu sois indépendant, il faut que tu sois ton propre patron, faut pas avoir de compte à rendre. Et moi, ma conviction perso, c'est que, comme je te l'ai dit, les cabinets vont passer sur des entreprises de services pour s'adapter. Et ce que je vois comme danger là-dessus, sur ce passage-là, c'est la perte du caractère libéral des professionnels. Et pour moi, ce caractère libéral des professionnels, c'est ce qui t'amène à avoir un esprit entrepreneurial. En fait, tous les experts comptables, il y en a beaucoup qui se décrivent comme « je ne suis pas entrepreneur ». Et pour moi, c'est faux. Tu développes ta marque, tu développes ton portefeuille de clients, tu développes tes équipes. Tu vois, t'as vraiment toutes les caractéristiques d'un entrepreneur. Donc tu peux dire que tu l'es pas, mais par effet de conséquence, tu l'es. Et le deuxième aspect, c'est l'esprit familial des cabinets. T'as souvent des histoires en fait dans les cabinets. Tu vois, le premier cabinet, le cabinet Ray qu'on a intégré, c'est un cabinet qui existe depuis 80 ans. On va fêter les 80 ans là cette année. C'est des belles histoires, quoi. Et donc nous, le premier aspect sur cet aspect indépendant, c'est on pense que la force des cabinets, quand on intègre un cabinet au groupe, ce qu'on rachète, c'est les équipes, c'est les associés bien sûr, et c'est l'histoire des cabinets. Et nous, on veut préserver ça. Et un des points que je trouve majeur, c'est la proximité locale des cabinets
qui te permet d'avoir vraiment un fort attachement à tes clients dans ta zone de chalandise. Tu peux bien sûr adresser des clients partout en France ou même en Europe ou dans le monde si tu veux, hein, tout en étant basé n'importe où, mais le principal de ton portefeuille client, ça va être quand même un portefeuille local, quoi. Voilà. Premier aspect, indépendance. Et du coup, tous ces piliers-là vont t'expliquer comment derrière on découle la gouvernance. Deuxième aspect, l'aspect collectif. On est là pour apporter des ressources centrales. Le but là-dessus, c'est de faire gagner du temps aux experts comptables. Les ressources centrales, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est plutôt un aspect assez classique dans soit les projets de consolidateurs, etc., soit les projets même de réseau, de groupement. Ça, c'est ce dont tu parles, la plateforme que tu apportes. Exactement. Recrutement, RH, aide à la techno, finance, commercial. Donc là, l'idée, c'est de dire, on veut que sur chacune de ces caractéristiques, sur chacun des aspects qui n'est pas directement la réponse à la problématique de ton client, tu aies les meilleures ressources pour répondre à ces problématiques-là. Donc typiquement, que tu aies le bon recruteur, etc. Et ces ressources-là, chez nous, elles vont être facturées at cost, mutualisées entre les cabinets. Donc le but de tout ça, c'est d'avoir les meilleures ressources, et deux, que pour toi, cabinet, ça te coûte le moins cher possible. Ok. Donc tu vas avoir ton service recrutement, tu vas avoir un chasseur de tête, tu vas avoir un responsable marketing, ok. Voilà. Un DSI, j'imagine, enfin toutes les fonctions support, quoi. Exactement. Okay. Et ça va venir à la fois des cabinets qu'on intègre dans le groupe, tu vois, dont on va mutualiser les fonctions en haut auprès de tous les cabinets. On parle à des cabinets qui font entre 2 et 30 millions. Les cabinets à partir de... Enfin, je ne vais pas adresser des grandes généralités, mais à partir généralement allez, une dizaine de millions, peut-être un tout petit peu en dessous, tu commences déjà à avoir cet effort de service support, service ressources. Et donc là-dessus, si les cabinets sont d'accord, parce que bien sûr c'est un des aspects, on va mutualiser du coup tous les talents tout en haut de la pyramide pour tout le monde. Et on va muscler ces ressources et ces talents avec des talents externes également. Dernier aspect, donc premier pilier, un pilier d'indépendance, deuxième pilier, un pilier de collectif, troisième pilier, un pilier patrimonial. En fait, notre aventure, c'est une aventure où on veut être un groupe qui est capitalistiquement intégré. Nous, on ne croit pas au ok, on est intéressé par ton cabinet, on va te racheter 51%, etc. Tu vas rester en bas, on va faire des pactes, en veux-tu, en voilà, etc. Nous, notre approche, c'est de dire, si on est intéressé par un cabinet, on a envie, et je vais te parler de la gouvernance derrière d'Archipel, comment ça marche, mais on fait des offres à 100% généralement sur les cabinets. Le but, c'est que Archipel possède 100% de tous ces cabinets. Et du coup, cet élément-là vient directement en contradiction avec le premier pilier que je t'ai donné, qui est l'indépendance. Et puis, tu as un sujet avec l'ordre où il faut que les droits de vote soient détenus à 75%. Donc, comment on arrive à faire ça ? On propose du coup à tous les associés du cabinet un réinvestissement dans la structure de tête. Ce réinvestissement, il est optionnel, donc c'est pas obligatoire, mais comme tu peux l'imaginer, il va être largement scruté de notre côté, parce que c'est un peu une indication de est-ce que le mec a envie de développer, est-ce que le gars croit au projet, et est-ce que la personne va rester entrepreneur dans l'âme et profession libérale, tu vois ? Parce que si derrière tu vends toutes tes actions et que tu restes, peu importe, c'est que tu penses plus aux vacances qu'à la suite du projet, quoi. Tu t'appelles pas salarié, mais globalement, ça change pas grand-chose, quoi. Ouais, voilà. Donc nous, le réinvestissement, je vais te parler derrière de tous les cabinets qui nous ont rejoints, mais en moyenne là sur les différentes acquisitions qu'on a faites, il est entre 30 et 40%. Voilà, du montant du produit de cession des 100%. Donc attends, vas-y. Donc ça veut dire qu'en cash out, tu prends en moyenne entre 60 et 70%. Et le reste, tu le réinvestis dans la structure de tête. Okay. Quel est l'intérêt de ça ? L'intérêt pour les experts comptables, c'est de dire, nous en fait, on a remarqué que, notamment à l'étranger, il y a eu beaucoup d'aventures aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans les pays nordiques, en Belgique, aux Pays-Bas. Ça commence tout juste en France. Il y a eu beaucoup d'aventures où
à partir du moment où tu fais plus de 100 millions de chiffre d'affaires, à partir du moment où tu mènes un projet de croissance agressif dans le bon sens du terme, un projet de croissance avec généralement, si c'est agressif, pas mal de croissance externe, et à partir du moment où tu es un groupe capitalistiquement intégré avec derrière des services partagés, tu peux justifier des valorisations qui sont généralement des valorisations qui dépassent les 14 fois le BE. Et donc là-dessus, le réinvestissement qu'on propose aux professionnels, c'est de dire, en fait, en tant que cabinet indépendant, les valos, je pense que tout le monde les connaît dans la profession, c'est généralement des valorisations sur le chiffre d'affaires, 1 fois le CA, 1,2 fois le CA, un peu plus si affinité, généralement le CA est très gros, si la profitabilité est très bonne, un peu moins dans le cas inverse, etc. Parfois, tu vois des valorisations sur des multiples d'EBITDA, mais là, l'idée, c'est de dire, en tant que cabinet indépendant, vous n'arriverez jamais à atteindre des valorisations stratosphériques. Par contre, en nous rejoignant, on peut ensemble le faire. Et c'est pas, on n'a pas trouvé une clé pour être meilleur que les autres. C'est juste que nous, on a beaucoup de capital. On n'en a pas parlé, mais on a levé 50 millions de fonds propres avec un family office français qui s'appelle Otium. Et ces 50 millions vont nous permettre de racheter chaque année au moins 30 millions de chiffre d'affaires. Comment on va faire ça ? C'est parce qu'on va lever de la dette en plus. On va lever normalement à la fin de l'année, moment où on devrait atteindre les 6-7 millions d'EBITDA. On va assez vite. Et il y a également la thématique des flux qui remontent, qui vont servir à payer les acquises, et également les réinvestissements des experts comptables. Et donc, tout ce long propos pour dire que sur la thématique du réinvestissement, on dit aux experts comptables, si vous réinvestissez de l'argent dans l'archipel, notre plan de base vous amène à faire un multiple à peu près de x4 sur la valeur de vos actions en 5 ans. Ce qui veut dire qu'on va partir d'une base 100, tu mets 100 dans l'archipel, en 5 ans, tes 100 sont censés se transformer en 400. Ouais, ça je comprends, mais du coup, en matière de gouvernance, j'y reviens. Tu me rachètes, parce que j'ai arrêté l'expertise comptable parce que je suis mauvais en chiffres, donc tu me rachètes 10. Ok, tu vas prendre, pour me racheter 10, tu me rachètes 100% de mon cabinet. Sur ces 10, je remets 30. Et je prends 70 pour me dérisquer ou faire ce que 10, je veux. Tu remets 30, mais non, tu es un magicien. Sur 10, je remets 3, pardon. Non, mais tu remets 30%. Oui. Ouais, je remets 30%, mais t'as raison. Je te taquine. C'est comme tout à l'heure, j'ai dit earn out alors que c'était cash out, tu vois. Mais du coup, en fait, donc c'est ça, c'est que tu prends 100% de ma structure, moi je remonte 3 tu m'as donné 10, donc 30%. J'ai pris 70% chez moi pour en faire ce que je veux. Mais comment tu fais du coup en matière de gouvernance déjà pour que la boîte soit immatriculée à l'ordre? Est-ce que ça veut dire que la structure de tête est immatriculée à l'ordre? Je comprends la logique d'indépendance, hein, c'est-à-dire qu'en fait tu les laisses chacun dans leur... chaque cabinet que tu rachètes va être une entité... alors pas juridique, enfin si juridique, mais je veux dire, elle sera de son côté, elle aura ses indicateurs, et je serais curieux de savoir quel indicateur tu vas suivre pour suivre la performance. Mais comment tu maintiens cette indépendance du coup si je remonte que 30% de ce que tu m'as donné? Ouais, bien sûr. Alors là, et du coup, je vais faire le bon commercial. Il faut me contacter si vous voulez l'organigramme juridique du groupe. Ça, c'est un call to action. Voilà, c'est un call to action. C'est beaucoup plus facile forcément de lire ça, mais je vais tenter d'expliquer de la manière la plus simple possible notre schéma juridique. Tout en haut de notre groupe, tu as une structure qui est une SAS qui s'appelle Archipel. Okay, cette structure-là, c'est la structure dans laquelle va se matérialiser tout l'investissement économique de toutes les parties prenantes. Donc tout le monde va être au même étage de la fusée. Ce qui veut dire qu'il y a l'argent du family office dont j'ai parlé, les fameux 50 millions qui vont être là-dedans. Il y a notre argent personnel à nous, fondateurs également, qui est une petite partie de ces 50 millions pour faire qu'on soit vraiment à risque. Et il y a tout l'argent des réinvestisseurs qui est au même étage de cette fusée. Okay ? Dans cette fusée, enfin dans cet étage, il y aura également la dette qui n'existe pas encore, mais qui va arriver là-haut, qui va permettre du coup à tout le monde de faire un bel effet de levier. Cette structure-là détient 100% des droits économiques d'une structure qui, elle, est réglementée, qui s'appelle Archipel Expertise et Audit et qui est inscrite à l'ordre et à la compagnie. Et cette structure-là, elle est possédée à 66,7% des droits de vote par les experts comptables commissaires aux comptes. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décorrélé
les droits économiques et les droits de vote des experts comptables. Et les experts comptables, alors là, faut être doué d'un schéma mental pour dessiner en même temps ce que je suis en train de dire. Mais les experts comptables, ils réinvestissent tous ensemble, chacun de leur côté, par groupe, dans des sociétés qui s'appellent des expertco. Donc il y a une expertco par groupe de cabinets. Ça leur permet derrière de respecter ce concept d'indépendance. Et l'expertco, elle investit du coup en direct en tant qu'investissement économique dans la société du dessus dont j'ai parlé, Archipel SAS, et les droits de vote des professionnels sont détenus par les professionnels en direct. Ok ? Expert comptable, commissaire aux comptes. Ok, j'ai le schéma. Voilà. Cette structure-là, Archipel Expertise et Audit, elle est présidée par un super mec que je salue s'il écoute ce podcast, qui est Emmanuel Drey, qui est un des associés du cabinet Ray, qui est la première acquise qu'on a faite. Et donc, c'est un président qui est à la fois expert comptable, commissaire aux comptes, avec une notion de présidence tournante. Donc, Emmanuel, il va être élu par ses pairs, avec un concept de un homme, une voix. Donc, il y a un expert comptable qui représente les pairs, avec un collège, un comité spécifique, un conseil de surveillance à majorité par des experts comptables, commissaires aux comptes, dont je fais partie également. Et moi, avec Archipel, je détiens 33% des droits de vote. Ok ? Donc c'est moi qui fais c'est moi qui détient le reste pour représenter les intérêts et d'Archipel et d'Otium, notre family office. Et donc cette structure-là, Archipel Expertise et Audit, devient présidente des différents cabinets d'expertise comptable. Donc voilà, et tous les associés des cabinets gardent leur mandat social, et restent directeurs généraux de tous les cabinets. Donc en fait, là-dessus, ce qu'on a voulu faire, c'est que le pouvoir de représentation et le pouvoir de signature restent au sein des cabinets. Pour dire à l'expert comptable, en fait, rien ne change pour toi en termes opérationnels. C'est toi encore le patron. C'est toi encore le patron au sein de ton cabinet vis-à-vis de tes équipes, vis-à-vis de tes clients. Entre guillemets, le client... que tu sois dans le groupe Archipel ou pas, ça change pas grand-chose pour lui. Enfin, ça va changer en termes opérationnels, parce qu'il va avoir normalement, on l'espère, c'est la promesse de valeur, un peu plus de valeur à la fin, mais derrière, il va toujours avoir ses mêmes interlocuteurs, etc. Donc le but derrière, c'est que la gouvernance réelle, c'est ce qui se passe, reste au sein des cabinets. J'adore, je vais revenir te piquer, mais en vrai, t'arrives à les garder motivés. Je comprends le projet, tu fais x4 en 5 ans, si je grossis à peu près, ça fait un beau multiple sur de l'argent qu'on t'a donné pour faire. Mais t'arrives à les rester motivés parce que sur 50 millions de départ, si je te remets 30% de ce que tu m'as donné et que je fais alors si je fais 30, c'est plus que si je fais 2, mais si je fais 30, je suis rarement seul. T'arrives à garder motivé ? C'est une bonne question. En fait, on est dans un thème, alors c'est à la fois une force, c'est à la fois une faiblesse. On est dans un thème où, si les experts comptables fonctionnent bien, c'est généralement des gens qui gagnent très bien leur vie. Donc quand on arrive avec beaucoup d'argent pour bien valoriser les cabinets, c'est généralement des belles sommes. C'est généralement des montants qui sont assez durs à refuser, mais c'est vrai qu'un expert comptable qui fonctionne bien n'a pas forcément besoin de ça, ou c'est un peu plus du bonus pour lui. Donc tu vois, c'est à la fois positif parce que en fait la personne a déjà de l'argent et donc il lui faut autre chose, il lui faut un projet business, et c'est là où c'est la base de notre projet. Nous, c'est avant tout un projet business avant d'être un projet financier. Si t'as pas de projet business mais que t'as qu'un projet financier, de toute façon ça marche pas. Et donc à la fin, t'arrives pas à générer les KPIs que t'as envie sur ton projet financier. Donc si à la base c'est pas business, ça marche pas. Et deux, c'est plutôt une faiblesse du coup, parce que vu que les gens sont déjà bien, du coup, faut réussir à. Enfin, t'es pas le Père Noël quand t'arrives avec. Oui, tu viens pas être comme un dirigeant de start-up où tu vas faire là pour le coup ton cash out, et là tu vas réellement te dérisquer. Exactement. Quoi. Et donc là-dessus, ce qu'on a fait, c'est que dans cette fameuse expertco, dont je te parlais tout à l'heure, qui est donc indépendante à chaque groupe de cabinet, on a fait en sorte de prévoir le cas où t'es exposé aux multiples de toute la création de valeur du groupe tout en haut. Donc tu bénéficies de l'effet, ce qu'on appelle l'effet relutif, qui veut dire que en fait tu vas avoir un multiple de cabinets indépendants qui va grossir par le fait de rejoindre un groupe.
Donc tu bénéficies à la fois de cet aspect-là, mais en même temps, tu gardes des incentives sur ton périmètre à toi de cabinet. Qu'est-ce que ça te permet ? Ça te permet, de ne pas être... j'allais dire contaminé, mais en effet, le terme est là aussi pas adéquat. De ne pas te faire influencer par les résultats du cabinet voisin qui serait aussi d'Archipel, qui aurait décidé d'avoir une croissance un peu flat et pas de velléité à beaucoup développer le cabinet. Et ça permet du coup à attirer les meilleurs pour leur dire, si vous continuez à développer votre cabinet, si vous continuez à faire soit de la belle croissance organique, soit de la croissance externe, vous allez pouvoir bénéficier d'incentives, exactement comme vous l'auriez bénéficié en tant que groupe indépendant sur cette montée en puissance du cabinet. Donc je peux avoir mon cabinet et continuer de faire de la croissance. En fait, c'est comme Pac-Man, quoi. C'est-à-dire que t'es en haut et moi tu peux me racheter, mais moi je peux garder le projet de quand même continuer de faire grossir mon. C'est exactement ça. En fait, il y a pas mal de gens qui nous disent ouais, mais c'est génial votre truc, je comprends bien le projet, mais moi je me vois bien dans le projet, mais dans 2 ans, quand j'aurai réussi à atteindre les paliers perso que je me suis atteint. Et nous, on leur dit, on a un modèle d'investissement qui fait que plus tu arrives tôt, plus ça va être intéressant pour toi. Donc c'est intéressant que tu viennes maintenant. Et surtout, c'est pas contradictoire avec ta volonté perso qui est de continuer à développer ton cabinet, puisque tu vas pouvoir le faire avec nous et avec nos moyens, tout en bénéficiant des incentives dont tu aurais bénéficié en les développant de ton côté. On fait une pause dans cet épisode pour parler de développement de cabinet. Vous connaissez Booster Digital ? C'est l'agence experte qui accompagne les dirigeants experts comptables dans la croissance de leurs entreprises et déjà depuis plus de 6 ans. Stratégie de cabinet, pricing, création de l'identité visuelle, création du site web, animation des réseaux sociaux et développement commercial, on le fait et on le fait bien. Déjà plus de 45 cabinets satisfaits. Alors, pour découvrir comment on peut booster votre entreprise, c'est simple. Envoyez-moi un message sur LinkedIn avec la mention Accounting Business Club ou simplement IBC. Je vous offre une consultation stratégique de 30 minutes. Et tout de suite, revenons à notre épisode. C'est quoi les freins que tu entends le plus justement quand tu le présentes ? Parce que t'es quand même bon vendeur, tu vois, dans ce que je t'écoute là, bon, il y a plein de sujets, hein, mais je me dis, c'est quoi les contre-arguments que t'entends le plus au sujet de la financiarisation, hormis l'indépendance qu'on a, je pense, bien. Bah alors, c'est facile d'être un bon vendeur quand t'as un bon produit. Ouais. Allez hop, il continue. Ce n'est pas un podcast de vente. Ouais. Non, mais on a fait en sorte vraiment de construire, si possible, le meilleur de tous les mondes. Tu vois, un monde dans lequel tu es indépendant. Donc on va te dire, tu gardes ta liberté, tu fais comme si tu étais encore chez toi et on n'a pas de choses à faire là-dessus. Tu as des moyens en plus, et en plus de ça, tu vas mieux valoriser tes actions. Donc, on a vraiment essayé de réfléchir à un modèle qui soit inattaquable, quasiment, et ce qui est un peu inédit dans ce qu'on propose. Quels sont les freins, du coup ? Les freins, c'est moi j'ai encore la dalle, j'ai encore envie de développer mon cabinet, je me suis mis des barrières, plutôt des paliers que j'ai envie d'atteindre, et du coup, votre modèle m'intéresse beaucoup, mais on se reparle dans 1 ou 2 ans. Premier aspect, là je leur dis généralement, nous on a pensé à ces éléments-là. Nous, notre projet c'est aussi d'attirer les meilleurs cabinets. Donc forcément une personne qui a envie de continuer son développement et qui a envie de faire un fort développement, on a envie qu'elle soit au sein du groupe Archipel. Donc travaillons ensemble là-dessus et je te montre sur les différentes incentives, mais pour ça il faut que tu nous donnes tes documents et il faut que derrière on te fasse une proposition. Je vais te montrer que c'est pas incompatible et que tu as largement tout à y gagner. On reviendra derrière sur pourquoi tu as tout à y gagner, à la fois sur comment est conçu le réinvestissement. On n'en a pas parlé, mais je pense que c'est une donnée intéressante que je peux te livrer. Et 2, comment est incentiver les différents développements que tu vas faire. Première objection. Deuxième objection, vous êtes sympa, mais moi j'ai été contacté par beaucoup de monde, donc j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que les valos vont augmenter, donc en fait je vais attendre et vous me rachèterez dans 2 ans.
ce que je leur dis là-dessus, c'est en effet, moi non plus, j'ai pas de boule de cristal. C'est possible que les valos augmentent un peu. Nous, notre parti pris là-dessus, c'est que les valos pour des cabinets indépendants vont pas monter au plafond. Tu vas peut-être gagner un demi-tour de multiple, un tour de multiple, mais en fait, ce que tu vas gagner à l'entrée, tu vas le perdre à la sortie et tu vas le perdre de façon beaucoup plus forte. Comment est conçu généralement les modèles des consolidateurs ? Ce qui n'est pas notre modèle à nous. Donc c'est important. Mais tu veux dire les consolidateurs dans le métier d'expert comptable ou dans les autres professions ? Dans le métier de l'expertise et dans les autres secteurs. Généralement, un consolidateur, qu'est-ce qu'il fait ? Il vous propose une valo de base sur votre cabinet, valo de cabinet indépendant, et derrière, il va vous dire, vous allez devoir ou vous pouvez réinvestir en fonction. Et par contre, ce réinvestissement, il va être fait à des montants qui vont être supérieurs en termes de valorisation. Tout simplement parce que moi, j'ai déjà fait une histoire, j'ai déjà un gros cabinet, j'ai déjà des fonctions support, donc ça coûte un peu plus d'argent. Donc, pour prendre des cas schématiques, vous allez être racheté une fois le CA. Le consolidateur va vous dire, moi, je vaux 2 fois le CA. Donc, du coup, tu vas réinvestir un peu plus. Et là-dessus, il va te dire, mais t'inquiète pas. Toi, tu vas sortir. Moi, mon but, c'est de sortir à 2 fois et demi ou à 3 fois le CA. Et donc là, tu sais que tu vas avoir peut-être un peu d'upside à aller chercher, mais pas beaucoup plus. Donc en fait, là-dessus, si tu raisonnes encore comme la personne où les valos vont monter, en fait, le consolidateur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, ok, je te rachète plus à 1 fois le CA, je te rachète à 1,5 fois le CA. Mais du coup, tu vas plus réinvestir à 2 fois le CA, tu vas réinvestir à 2,5 fois. Donc en fait, c'est un peu une fuite en avant. Et là-dessus, nous, ce qu'on dit, c'est, nous, on a conçu notre modèle pour faire en sorte que ça soit complètement nettoyé de la table. Comment est conçu notre modèle ? Nous, on est allé voir Otium, notre investisseur, notre family office, et on leur a dit, c'est simple, on est dans une profession réglementée, on n'est ni l'un ni l'autre expert comptable, et donc on va s'associer avec des gens qui vont être aussi importants que nous, voire beaucoup plus importants que nous. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, tous ensemble, ils vont avoir la majorité des droits de vote. Donc première tâche pour nous, il faut bien les sélectionner. Ça, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est assez basique. Deuxièmement, il faut qu'ils soient très bien incentivés. Comment ils sont très bien incentivés ? C'est en leur offrant les meilleures conditions du deal. C'est quoi les meilleures conditions du deal ? C'est généralement les conditions de l'investisseur financier. Donc en fait, nos experts comptables réinvestisseurs et globalement nos associés des cabinets, ils bénéficient de exactement les mêmes conditions que notre investisseur financier Otium, qui sont quoi ? Qui sont un dividende prioritaire capitalisé à 8%. Donc en fait, tu mets 10 dans Archipel, c'est 10, ils bossent à 8% capitalisé annuellement. Et tu as une deuxième composante qui est une composante pour permettre... Alors, je vais déjà reprendre un petit pas en arrière. Pourquoi c'est 8% et pourquoi un dividende prioritaire capitalisé ? C'est parce que la majorité de l'argent qu'on a levé auprès d'Otium, c'est levé sous un format qui s'appelle des actions de préférence à taux fixe, ADP-taux, pour les gens qui savent pas ce que c'est, ce qui sont nombreux, hein. Moi y compris il y a quelques temps. C'est un format d'obligation. C'est comme si tu allais voir une banque et que tu levais de la dette. Voilà. Sauf que à la place de payer des intérêts tous les mois ou annuellement, là, les intérêts vont capitaliser et tu vas les payer à la sortie, à la liquidité du projet. D'accord. Voilà. C'est comme ça que tu as été financé, quoi. Voilà, exactement. Okay. Et c'est pour éviter l'effet dilutif pour les réinvestisseurs. Parce que forcément, quand tu arrives, si tu dis moi j'ai développé un super cabinet et je vais réinvestir 1 million dans Archipel, tes 1 million vont pas poser grand chose par rapport aux 50. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Comment tu me gardes motivé si je mets 1 million et au final, alors que j'avais 1 million, j'étais bien chez moi et au final, je te mets 1 million sur 50. Et donc, nous, pour contrer cet effet-là, on a fait en sorte d'offrir exactement les mêmes conditions qu'Otium pour faire en sorte que la dilution, elle soit pas constatée à l'avance, elle soit constatée à la fin. Ce qui te permet de faire un effet vraiment multiplicateur sur ça. Donc, première composante du réinvestissement, c'est exactement pour matcher les conditions de l'investisseur. Là où l'investisseur nous finance à 8% capitalisé annuel, toi, tu vas avoir ton dividende prioritaire capitalisé à 8%. Okay ? Deuxième composante, Otium. Otium, c'est un investisseur du coup financier qui a un family office. Qu'est-ce que ça veut dire un family office ? C'est à ne pas confondre avec un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, ça a ce qu'on appelle des LPs.
et tu dois rendre du coup l'argent à tes investisseurs dans un timing qui est généralement imparti. Les fonds, généralement, ils déploient leur capital et généralement, tu dois rendre l'argent au bout de 5-7 ans, qui est la thématique un peu globale. Nous, on a vu Otium. Otium donc, n'a pas d'obligation de rendre son argent, ce qui pour nous rend les choses extrêmement flexibles et ce qui est très agréable, parce que tu te dis que si dans 5 ans, les conditions ne sont pas extrêmes pour sortir, du coup, on ne sera pas obligé de le faire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais par contre, Otium, on leur a dit comment vous vous projetez dans le groupe, parce que c'est important. Nous, avec Maxime, on a une vision long terme. On a tous les deux 35 ans. On sait que pour monter un projet très ambitieux, on se doit de passer du temps. Enfin, tu vois, on aura beau monter très vite en chiffre d'affaires, derrière, faut du temps pour pas être justement ce fameux empilement dont on parlait tout à l'heure. Et donc nous, notre vision, c'est d'être là au minimum pour les 10 prochaines années, pour construire vraiment quelque chose. Par contre, Otium, notre investisseur, il nous a dit, moi, dans 5 ans, je pense que ça va être la bonne période, et dans 5 ans, je me vois bien vendre ma participation. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un groupe comme le nôtre, dans un build-up classique ? Tu as généralement un groupe qui se refait valoriser, du coup, au bout de la période donnée, au bout de 5 ans, et à ce moment-là, c'est un autre investisseur financier, généralement, qui rentre dans la boucle, qui revalorise le groupe pour tout le monde et donc qui permet à l'investisseur financier de sortir, qui permet aux vrais investisseurs de voir leurs actions revalorisées. Ok ? Et donc là-dessus, ce qui est prévu au bout de 5 ans, c'est que Otium fasse une grosse plus-value de cession sur ces fameux 50 millions. Donc c'est là où on parle du fameux x4, qui est notre plan de base. Et donc le but là-dessus, la deuxième composante du coût du réinvestissement, pour les experts comptables, c'est donc on le répète, un dividende prioritaire capitalisé à 8%, et 2, une quote-part du produit de cession pour faire en sorte de matcher exactement le multiple qu'aura fait Otium sur son investissement. Ce qui veut dire que si Otium fait x4, les réinvestisseurs vont tous faire x4 dans le même horizon d'investissement. Otium fait x4 en 5 ans, tu vas faire x4 en 5 ans. Et il y a une donnée très importante là-dessus qui est la corrélation avec un élément pro rata temporis, avec le temps. Si tu réinvestis au même moment qu'Otium, tu vas toucher le même multiple qu'Otium. Si tu réinvestis à la moitié de l'horizon d'investissement d'Otium, donc dans notre exemple de 5 ans, au bout de 2 ans et demi, tu vas toucher le même multiple qu'Otium, mais divisé par 2. Donc tu as une logique chez nous de TRI à taux constant. Par contre, forcément, plus tu arrives tôt dans le projet, plus c'est intéressant pour toi. Et donc là-dessus, pour rattacher nos wagons, tu me posais la question de c'est quoi les objections, et on dit les valos vont monter. Nous, ce qu'on leur dit, c'est en fait, si tu arrives maintenant dans le projet, c'est là où ton multiple va être décuplé. Plus tôt tu rentres, plus tôt tu te cales sur, voilà. le gain futur espéré. Exactement. Si tu rentres dans 2 ans, c'est pas grave, tu vas être bien traité quand même. Ton prix d'achat va peut-être un peu augmenter. Par contre, sur ton réinvestissement, tu vas pas faire x4, tu vas faire x2. Comment, je me permets, mais comment tu justifies, c'est quoi ta thèse, comment tu arrives à faire x4 sur 5 ans sur un métier d'expert comptable où la croissance d'un cabinet en plus de cette taille, alors tu vas me dire 3 à 5% de croissance sur cette taille, c'est bien parce que c'est des gros volumes, mais ça fait pas x4. Ouais, exactement, c'est une très bonne question. Comment on justifie ce x4 maintenant ? On a justifié déjà le 5 ans. Et attends, des points importants, qu'est-ce qui se passe au bout de 5 ans ? Dans 5 ans, ça c'est pour répondre aussi à l'objection où vous êtes un empilement de cabinets. Dans 5 ans, l'autre investisseur financier arrive et il va être intéressé par le groupe parce qu'il y a des cabinets indépendants qui fonctionnent bien, parce qu'il y a des différentes locomotives, et il va dire si tout le monde se barre à ce moment-là, moi le groupe il vaut 0. Donc en fait, on a besoin de gens qui ont envie de rester engagés et avec qui on discute d'une durée d'engagement au début du projet, et avec qui on doit chercher des solutions de transmission en interne si jamais à un moment ils ont envie de se barrer, ce qui est logique comme dans tout projet, tu vois. Mais donc là-dessus, on fait en sorte de garder des gens motivés, de faire monter des gens petit à petit pour faire en sorte d'offrir un schéma classique. Bon, du coup, petite digression par rapport à ça. Comment on fait x4 ? 3 explications à ça. La première explication, c'est ce qui se passe à l'étranger. À l'étranger, il y a plein de groupes
qui se sont fait valoriser plus de 14 fois l'EBITDA, que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans les pays nordiques. Ce que tu disais, c'est-à-dire que quand tu dépasses 100 millions, ton multiple n'est plus le même. Voilà. Toute proportion gardée, il faut dépasser 100 millions de CA, il faut avoir une croissance agressive, il faut avoir forcément une belle marge aussi pour justifier un beau multiple, et il faut avoir un groupe qui est capitalistiquement intégré avec une logique de service partagé et une diversification. Tu as un groupe qui s'appelle AZETS au Royaume-Uni, 90 acquisitions en 7 ans, voilà, 14 fois par PAI la dernière valorisation. Un des groupes qu'on adore, qui 14 fois par PAI. PAI étant un investisseur, ils se sont fait valoriser 14 fois les l'EBITDA par PAI Partners, qui est la scission de la banque d'affaires de Paribas, à la base, BNP Paribas. Ouais. Il y a un groupe qu'on adore qui s'appelle Danes. Danes, c'est un groupe qui nous ressemble beaucoup en termes de philosophie. Danes, c'était un groupe au Royaume-Uni, enfin c'est toujours d'ailleurs un groupe au Royaume-Uni. Il y avait un fonds d'investissement qui est rentré dedans qui s'appelle Horizon Capital pour les Français. Il y a un peu plus de 3 ans. Ce qui est intéressant, c'est que les différents experts comptables du coup ont fait rentrer Horizon, ont réinvesti aux côtés d'Horizon, et ils ont vendu ensemble leur participation à un autre fonds d'investissement qui s'appelle IK Partners, qui est un gros fonds. Et 2 choses très intéressantes là-dessus. Horizon a communiqué avec les experts comptables sur le multiple qu'ils avaient atteint, ce qui est très rare, hein, à la fois en private equity et ce qui est très rare dans les métiers de l'expertise aussi. Les gars, en 3 ans, ils ont réussi à faire x8 sur la valeur de leurs actions et générer 107% de TRI. Et la deuxième chose, et j'aurais peut-être dû commencer par là, les différents experts comptables qui étaient présents du coup au moment de l'entrée d'Horizon ont réinvesti massivement au moment de l'entrée de IK dans la boucle. Ils sont restés dedans pour le prochain tour. Comme quoi, tu as beau avoir un super projet financier, si ton projet financier à la base, c'était ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est pas un projet business, ça marche pas. Et donc ça, c'est un des meilleurs exemples pour montrer que il y a à la fois une création de valeur qui est possible. Là, on parle forcément de la création financière qui est le plus facile à décrire parce que les chiffres, généralement, c'est assez rapide. Mais derrière, ces chiffres hauts, ils peuvent être atteints tout simplement parce que tu arrives à créer de la valeur pour le client, ce qui est le but à la fin. Parce que derrière, si tu n'arrives pas à créer de la valeur pour le client il s'en va. Si le client il s'en va, du coup, potentiellement, tu as besoin d'un peu moins d'équipe parce que tu as un peu trop de masse salariale derrière. Enfin, bon, je te déroule pas toute la pelote. Donc, la première chose qui explique ces fameux x4, c'est ce qui s'est passé à l'étranger. Nous, on n'est pas des génies. Hein. On va juste appliquer des concepts qui ont très bien fonctionné à l'étranger. On va les reproduire en faisant en sorte d'avoir exactement les mêmes ingrédients au global. Le deuxième aspect, c'est le partenaire qu'on a choisi. On a choisi Otium, qui est un super family office français. Otium, depuis 2015, il génère des performances absolument ahurissantes. Il génère en TRI cash un peu plus de 27% depuis 2015. Donc en fait, c'est un family office qui a derrière déjà entrepris des stratégies comme nous de consolidation sectorielle, donc racheter des entreprises d'un même secteur pour créer un gros groupe. Leur premier fait d'armes, c'est une société qui s'appelle Adrena, H-A-D-R-E-N-A, qui est un projet assez marrant où ils rachètent des activités de loisirs indoor-outdoor, donc des parcs d'attractions, des bowling, des karting, etc. C'est une société qui cartonne, qui fait je me souviens plus des chiffres, entre 200 et 250 millions de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est l'équivalent du groupe Archipel dans le loisir. Dans le loisir, exactement. Ok, intéressant. Donc voilà, c'est des gens, du coup, tout ça qui savent faire. Ils font 50 millions d'EBITDA aujourd'hui à peu près. Et tu as une troisième justification à ce fameux x4 qui est ce qui s'est passé déjà ailleurs dans d'autres professions réglementées en France. En fait, il y a déjà eu des mouvements de consolidation dans la partie santé. Il y a notamment les laboratoires d'analyse médicale, il y a notamment la radiologie. Il y a eu dans des concepts un peu plus proches de la consolidation dans le secteur des assurances, dans le secteur de la gestion de patrimoine.
la gestion de patrimoine en ce moment, c'est assez dingue. Les plateformes de consolidation françaises en gestion de patrimoine se font valoriser à plus de 17 fois l'EBITDA. Donc, tu peux avoir vraiment de la valeur comme ça. Et nous, on estime que l'expertise comptable va être un des prochains thèmes des années à venir là-dessus. Et donc, on est très serein sur cette logique de relution de multiples. Mais là-dessus, on en parle de façon très simpliste. Derrière, faut réussir forcément à garder les gens qui sont motivés. Parce que derrière, si tu n'as pas de croissance organique, si tu as des équipes qui se barrent, si tu as des gens démotivés, en fait, forcément, tu peux empiler des trucs, mais derrière, tu as un gros paquet qui va pas avancer un x4 quoi au final, hein, tu vas grossir, mais voilà, et qui va pas intéresser outre mesure d'autres investisseurs. Donc je répète une nouvelle fois, en fait, c'est avant tout un projet business. C'est un projet qui doit créer de la valeur pour tout le monde, de la valeur business au départ pour les clients à la fin, qui se transforme en valeur temps et business pour les équipes qui se disent ok, je suis dans le bon groupe, il se passe des choses, j'ai l'impression d'être sur la bonne vague et de surfer la bonne vague, et derrière ça se transforme pour tout le monde en projet financier. Peut-être je vais garder la parole pour répondre à un dernier point. Tu me parlais des objections. La dernière objection que je vois beaucoup, que je trouve bien, parce que c'est une objection qui montre que les dirigeants tiennent à leurs équipes, c'est moi j'y vois l'intérêt pour moi en termes financiers. Par contre, je comprends pas l'intérêt pour mes équipes. Moi, j'ai promis un peu à mes équipes une partie de transmission du cabinet, et du coup, le fait de me faire racheter par Archipel, c'est génial parce que moi, j'avais prévu auprès de mes jeunes une vente à 0,8 en multiple de CA déjà actée. Là, en gros, je sais que je vais avoir une valorisation bien meilleure avec vous, mais derrière, forcément, mes jeunes, ils vont pas pouvoir rentrer. Et là-dessus, ce qu'on leur dit, c'est, pour rappel, nous, notre projet, c'est d'avoir des cabinets qui sont indépendants. Qui dit cabinet indépendant dit on a besoin d'associés pour continuer à développer tout le cabinet. Et là-dessus, on leur dit il y a un premier élément qui est au moment du closing. Si vous avez des gens que vous avez envie d'incentiver, sur lesquels vous comptez pour les années à venir, que vous avez envie soit d'incentiver, soit des éléments financiers pour aider à les retenir, indiquez-le nous. Et on va faire en sorte de les faire monter dans l'Expertco. Pour faire en sorte de les incentiver tout simplement financièrement, et donc de leur permettre, s'ils le souhaitent, de prendre part à l'aventure financière. Donc en mettant un petit ticket de leur côté. On a des instruments financiers spécifiques pour les jeunes pour leur permettre de faire des retours un peu améliorés. Tu vois, donc du coup, d'avoir un aspect quand même, entre guillemets, la création de valeur, elle est aussi devant toi. Ce qui est aussi importante. Et au cours de la vie du projet, on leur dit, nous, le but avec vous, c'est que le cabinet il continue son activité et il continue de bien fonctionner. Donc en fait, vous, au bout d'un moment, vous allez peut-être vouloir partir, vous ou vos associés. Et donc du coup, ça, c'est possible que si le cabinet est entre les bonnes mains. Enfin, tu vois, on n'est pas une grosse structure qui rachète des portefeuilles et qui se dit si le gars se barre ou la fille se barre, t'inquiète pas, mon portefeuille il va être redispatché parmi les différents associés du groupe. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Nous, on tient vraiment à l'héritage des cabinets, et donc là-dessus, la place des jeunes est très importante parce que nous, en fait, si tu retraduis notre projet, on n'est ni plus ni moins qu'un partnership qui est mis un peu plus gros dans la structure Archipel. Voilà, c'était les 3 objections. Ouais, puis, non mais c'est bien parce que du coup ça fait le tour pour bien comprendre. Je reste un peu obnubilé par le chiffre 3. Hein. Ouais, j'allais te le dire, mais du coup ça me... Tu vois, je t'avais dit au début que le podcast est un kiff avant tout perso pour essayer de comprendre et de bien saisir comment vous fonctionnez. Là, je me dis que ton analyse de 3, t'avais les trois risques, je me dis, ok, il faut vraiment que j'utilise plus les 3 dans mes présentations. Tu vois, c'est ce genre de truc. Voilà pourquoi je fais ce podcast. Blague à part, le temps a filé incroyable. C'est quoi, aujourd'hui, vous en êtes à combien? Donc, t'as fait une première opération, qui a été communiquée. Vous êtes à combien d'opérations? C'est quoi tes projets sur 2025 et un peu l'idée 2026? Ouais. On a
En effet, donc on a levé, pour rappel, 50 millions en fonds propres avec un family office français qui s'appelle Otium. On a annoncé notre lancement début avril et en effet, on a annoncé l'acquisition d'un super cabinet que je salue, qui est le groupe Ray, un groupe qui est à Paris et à Rennes. Il y a 4 associés. Il y a un tout petit peu plus d'une cinquantaine de collaborateurs. Ils sont entre Paris et Rennes et ils ont notamment une très belle spécialité sur une partie service. Ils font à peu près la moitié de leur chiffre sur du conseil externalisé aux entreprises. Donc tu vois, c'est déjà un cabinet qui a entrepris déjà un peu un effort de diversification. Externe, mission de... Et, ouais, exactement. Ils font de l'externalisation des processus comptables principalement. Auprès de grandes entreprises, ils ont une clientèle principalement ETI grand compte. Donc un peu plus de 6 millions de chiffre d'affaires. Ils devraient faire 6,5 millions là, cette année. On a également 3 autres cabinets, donc encore le chiffre 3. 3 autres cabinets qui sont sous exclusivité. Donc, qu'est-ce que c'est sous exclusivité ? Généralement, quand tu es intéressé par un cabinet, il t'envoie des documents. Ensuite, tu lui envoies une offre, ce qu'on appelle une LOI, Letter of Intent. Et dans cette offre, tu as généralement un concept qui est une période d'exclusivité que tu négocies avec la partie qui vend pour pouvoir te permettre de faire des audits dans la boîte. Donc on est sous exclusivité et en fin d'audit avec 3 cabinets. Un premier cabinet qui est dans les Hauts-de-Seine et qui a un bureau également à Lyon, qui fait quasiment 6 millions de chiffre d'affaires aussi, 4 associés, 50 collaborateurs, clientèle plutôt PME. Un cabinet qui est à Paris, qui fait 4,5 millions de chiffre d'affaires avec un beau portefeuille CAC, quasiment la moitié de leur chiffre. C'est assez... je parle avec beaucoup de monde en ce moment et c'est une donnée qui est généralement assez rare. C'est plutôt des portefeuilles en décroissance et là, eux, leur portefeuille est plutôt en croissance. Et un dernier cabinet qui est plutôt focalisé sur une clientèle TPE, PME et qui a une belle spécialisation sur la partie avocat et qui fait un tout petit peu moins de 3 millions. Donc l'ensemble du groupe, les 4 cabinets, fait 19 millions en consolidé. Nous, notre but, c'était, pour rappel, de racheter chaque année au minimum 30 millions de chiffre d'affaires. Donc là, on est légèrement en avance. On pensait que fin juillet, on ferait à peu près 15 millions. On fait 19. On a des process assez avancés avec pas mal d'autres cabinets, notamment pas mal de cabinets. C'est plutôt un... Non, mais je vais pas le dire sur le podcast. Ça sera la petite part de mystère. Il faudra me contacter pour ça, mais on avance avec des cabinets un peu dans toute la France. Et on a notamment 3 cabinets encore qui sont bien avancés et qui font pour le plus gros 25 millions de chiffre d'affaires et avec lequel forcément le process va être un peu plus long parce que forcément, si on se rappelle de la donnée du début, un associé va générer entre 1 et 2 millions de chiffre d'affaires. Donc, ça fait beaucoup plus de monde à discuter. Ouais, ça fait beaucoup plus de monde avec qui discuter et mettre autour de la table pour trouver un deal. Et le cabinet le plus petit avec lequel on discute là en ce moment fait un peu plus de 2 millions. Et vous êtes combien là chez Groupe Archipel ? Enfin, tu vois, pour étudier, donc dans la structure, vous êtes 2 associés, mais ça veut dire que tes 2 associés, toi, tu t'occupes de la partie bizdev, rencontre, explication du projet. Et après, business post-acquise. On est 4 pour l'instant, donc c'est très resserré. On a une personne qui est Alexis, comme toi. Quelqu'un de bien, c'est sûr. Quelqu'un de bien, quelqu'un de très bien. Quelqu'un, d'ailleurs, pour la petite histoire, qui était un de mes anciens stagiaires de chez Uncle, la boîte que j'avais montée, et qui est la personne que j'ai rappelée au moment, qui est donc notre premier employé, et qui, lui, fait du cold call. Donc, ok, donc sales. Voilà, donc sales. Donc le travail d'Alexis... sur l'expertise comptable pour appeler les associés, leur demander s'ils sont... Exactement. Donc le travail d'Alexis, c'est de générer des rendez-vous. Donc Alexis, c'est la personne qui me blinde mon agenda, que à la fois je remercie et que je maudis parce que en ce moment je parle avec 5-6 experts comptables minimum par jour et donc j'ai pas le temps de faire beaucoup d'autres choses en plus, mais c'est déjà bien. Ça remplit la KPI personnelle que je m'étais donnée de rencontrer le plus de monde possible. Et on a une personne qui s'appelle Antoine qui gère les relations avec les cabinets, donc qui est le directeur de l'intégration pour commencer à donner de la valeur au cabinet et faire en sorte du coup de commencer un mini plan d'intégration, mais qui est très soft. On n'a pas parlé
de comment l'indépendance se décrivait, mais nous, on a une thématique où on dit au cabinet, vous continuez de fonctionner tel quel, et nous, on va vous apporter de la valeur par un support actif. On veut pas, j'aime pas le terme d'homogénéisation, etc. On est là pour faire en sorte d'avoir une cohérence globale du groupe, si possible, sans forcément changer et les process et les outils, etc. Et à côté de ça, ce qui est quand même important, on a 4 personnes qui sont dans la partie plateforme dont on parle et qui font partie d'Otium pour l'instant, mais qui sont dédiées au lancement d'Archipel. Il y a une personne qui gère la partie recrutement RH, une personne qui gère la partie juridique, une personne qui gère la partie finance, une personne qui gère la partie marketing et tech. Donc en fait, il y a déjà des gens qui sont là pour, à plein temps, gérer les différentes problématiques des cabinets. Et ces gens-là vont être là jusqu'à ce qu'on ait des ressources à plein temps dans Archipel, qui viennent des cabinets ou de recrutement externe, pour gérer les différentes problématiques. J'ai 2 dernières questions parce que sinon je sais qu'on va faire un épisode de 4 heures et du coup en fait, il y en a qui le font. Il y en a qui le font, mais c'est trop long en vrai. Ouais. Je peux pas, c'est pas l'objet. Et puis en fait, surtout, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ton projet, enfin le projet Archipel, le groupe Archipel, la structure, l'idée et tout ça, ça se suit dans le temps, tu vois, comme certains invités que j'ai plaisir à recevoir, tu vois, d'année sur l'autre, parce que ça évolue. Où est-ce que vous en êtes ? Ouais, c'est un peu où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce qui s'est passé. Et puis le marché change tellement vite, tu vois. Franchement, si tu reviens l'année prochaine, à mon avis, fin d'année de l'année prochaine, déjà tu auras des nouvelles acquisitions, tu auras plus de recul sur ce qui s'est passé. Il y aura eu la facture électronique qui sera vraiment bien avancée, l'IA où ça en est, les éditeurs. Donc voilà, donc ça va être intéressant à suivre. Mais j'aimerais savoir 2 choses pour finir. La première chose, c'est quels sont les indicateurs, toi, que tu vas suivre sur la performance? Donc les tiens, je les ai, tu les as dit, mais sur la performance des cabinets que tu rachètes. Ouais. Bah, là-dessus, ce qui est important, c'est que nous, on va suivre des indicateurs de performance qui vont être à la fois des indicateurs financiers et à la fois des indicateurs un peu plus humains, feeling, tu vois. Faut que j'en trouve un 3e là pour se faire la petite trilogie. Bon, je vais réfléchir et je vais te donner ça après. Les indicateurs financiers, c'est des indicateurs assez basiques. C'est quel CA tu génères, quel est ta DFN au global, quelle est ta marge. Enfin voilà, globalement pour arriver à retrouver un peu nos petits par rapport à quel moment on t'a acquis et quelle était ta barre du début, et est-ce que la barre arrive à s'élever, à monter, ou au contraire, est-ce que tu as besoin d'aide pour faire en sorte de la faire grossir plus vite, de la faire grossir et qu'elle baisse pas. Donc 3 indicateurs financiers. 3 indicateurs financiers. Putain, c'est ça. Non, c'est très fort. Je dois faire, pour tout te dire, je dois faire une conférence jeudi. Je pense que je vais la repenser sur comment je fais tout autour de 3. Et les indicateurs humains, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà des indicateurs est-ce qu'on arrive à garder les talents au sein de la boîte, donc des objectifs de rétention des talents pour diminuer le turnover des cabinets. Alors souvent, on voit que les structures, quand elles sont bonnes, il y a des turnovers qui sont assez faibles. Donc ça, on est assez vigilant là-dessus parce que ça indique quand même pas mal l'esprit du cabinet. Il y a des indicateurs de satisfaction qui viennent à la fois des équipes et des associés. Est-ce que, vous êtes heureux au sein du cabinet, et 2, est-ce que vous êtes content de l'intégration dans Archipel? Et il faut que je t'en trouve un 3e, du coup j'ai la sacrée pression. Non, mais c'est à peu près les tout. 2, quoi. Ouais. Non, mais ça veut dire que ça reste simple quand même, tu vois, dans le pilotage. Ça reste hyper simple, et ça va forcément, faut pas se leurrer, ça va se complexifier dans la suite. Moi je crois beaucoup au pouvoir de la data, mais je crois aussi je suis avant tout entrepreneur, et en fait il y a un point que je trouve assez fort et que j'ai expliqué du coup aux family office et aux fonds d'investissement avec lesquels on discute, qui est en fait un gars qui gère bien son cabinet, qui gère bien sa boîte, qui fait ça depuis 20 ans, tu vas pas lui mettre des reportings de malade, tu vas pas lui mettre des KPIs de taré, tu vas pas lui dire vas-y, fais-moi le plan d'intégration en 100 jours, etc. Le mec va te regarder en mode c'est qui cet alien, etc. Donc il y a un bon dosage à trouver entre avoir des indicateurs un peu entre guillemets d'alerte, tu vois, et 2, faire en sorte de donner de la valeur, mais de manière autre.
et d'arriver du coup à avoir des indicateurs qualitatifs pour mesurer comment tu apportes vraiment cette valeur sur le long terme. Avant-dernière question, je sais, j'avais dit il y en avait 2, mais là j'en ai une autre qui me vient. 3 questions. Exactement. Mais tu vois, je l'ai mal introduit, ça, je m'en veux. C'est quoi du coup pour toi les prochains services que vont devoir intégrer les cabinets d'expertise comptable ? Ouais. Nous, on croit beaucoup au principe, ce qu'on se disait tout à l'heure, de la diversification. Donc, conseil financier en général. En fait, il y a beaucoup d'experts comptables qui se décrivent comme les médecins généralistes de l'entreprise. Et ça veut dire que si tu es bon et si tu arrives à bien capter les attentes de ton chef d'entreprise, tu vas pouvoir lui proposer différentes solutions qui vont répondre à ces différents problèmes. Et du coup, les différents problèmes, qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois des questions de structuration au sens global du patrimoine. Donc moi, je crois assez à la partie gestion de patrimoine, structuration globale là-dessus. Ça va être également toute une thématique sur... je veux moi-même vendre ma boîte, comment je fais. Donc là, ça va être des thématiques transaction services, peut-être, pourquoi pas, un petit peu de M&A. Tu as tout l'aspect aussi, comment au sein de ma vie de l'entreprise, comment j'arrive à avoir le bon package en termes d'assurance, etc., le bon type de protection. Donc voilà, c'est tout cet univers un peu, et on peut penser aussi à tous les aspects informatiques qui sont hyper intéressants et qui sont des problématiques qui s'appliquent à la fois au cabinet et à la fois aux clients. Donc tu vois, l'idée, c'est d'offrir un conseil un peu 360 aux entrepreneurs avant tout. Tu m'as encore sorti 3. Ouais. Non, mais c'est très fort. Je vais processer. Je vais processer l'histoire. Non, mais je vais processer l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a une méthodologie autour de ça. Dernière question, c'est quoi du coup ? Ce serait quoi ta ressource ? Parce que donc avocat d'affaires, grosso modo, entrepreneur, vendre la boîte, 3 enfants, remonter une boîte avec un projet comme ça. C'est comment tu fais ? Comment tu t'organises ? Déjà, je pense qu'il faut... Enfin, je vais sortir un truc extrêmement bateau, mais il faut aimer ce qu'on fait. Voilà, donc moi, j'adore ce que je fais. J'adore monter des boîtes. Je trouve que le projet Archipel, c'est un projet extrêmement excitant. Et moi, mon but, c'est de faire en sorte que je transmette cette excitation, cette réponse aux futurs enjeux, aux différentes personnes qui nous rejoignent. Tu vois, qu'on ait là vraiment l'impression d'être, je prenais la métaphore peut-être un peu pourrie de la vague qui monte, de donner aux gens l'impression qu'on est sur la bonne vague et qu'on fait des bonnes choses. J'adore la métaphore parce que notre prochain off-site de l'Accounting Business Club, le titre c'est Ride the Future. Ah, pas mal. Et ça se fait dans une ville où il y a beaucoup de vagues. D'accord, génial. Donc le premier aspect, c'est ça. Enfin, mon conseil là-dessus, et donc la vie d'entrepreneur, c'est pas pour tout le monde, et je pense qu'avant tout le but là-dessus, c'est d'aimer ce qu'on fait, peu importe où on le fait et de quelle façon on le fait. Et quelles ressources, peut-être en termes plus pratiques, tu me demandais ça aussi. En ce moment, ma vie, c'est quand même beaucoup de comptabilité, donc j'écoute pas mal de podcasts, dont le tien, et il y a beaucoup de valeur là-dedans. J'aime beaucoup aussi les podcasts d'Arthur et de Nicolas, notamment. Désolé pour les autres, hein, faut me contacter pour me proposer du contenu. Et sinon, sur une thématique peut-être un peu plus entreprise, il y a peut-être un livre, moi, que j'ai beaucoup aimé, que je trouve très simple dans l'utilisation et qui m'a servi pas mal en tant que chef d'entreprise, qui est un livre qui s'appelle Dream Team. C'est un livre... Ouais, exactement. C'est un livre d'un gars qui s'appelle Ludovic Giraudon, qui est passé notamment par le réseau Entreprendre. Et c'est un bouquin très simple, avec pas mal de petits concepts qui peuvent expliquer à une personne comment se comporter avec ses équipes, comment monter en compétences, comment faire monter en compétences tes équipes, comment s'adresser à tes équipes, comment... Enfin voilà, c'est un super bouquin sur le management qui est simple à lire en plus. Qui est simple à lire. Ouais. Avec c'est actionnable. Il y a des petites choses actionnables. Ouais. Moi, j'aime bien les choses actionnables. Ouais, il vaut mieux. En même temps, pour faire tout ce que tu fais, il faut que ce soit actionnable. Écoute, impec, je pense qu'on a fait un très grand tour. Je suis content parce que t'as vraiment, t'es rentré dans les sujets avec la technique, tu vois, sans tabou, sans noyer le poisson, avec cette règle des 3 qu'il faut que
je mûrisse. Non, franchement, c'était un plaisir. Tu vois quelque chose à rajouter? Écoute, pas trois choses, une chose. Écoutez, si vous avez bien aimé cet épisode, ce que j'espère et que vous l'avez trouvé intéressant, moi je suis toujours ravi. Moi, mon but, c'est de parler au plus possible d'experts comptables qui font entre 2 et 30 millions si possible pour des questions de taille. Et donc, si on ne sait pas encore parler, ou même si on sait parler et qu'il faut qu'on se reparle une deuxième fois, mon agenda est ouvert pour vous. On met quoi? On met ton LinkedIn en commentaire de description? Avec mon LinkedIn, avec plaisir, ouais. Allez, impec, on met ça. Mathieu, merci beaucoup. Merci, franchement, Alexis. Grand plaisir. Ouais. Et à mon avis, il y aura des épisodes de suivi parce qu'il se passe trop de choses dans la profession et que ça bouge, et que je suis vraiment curieux, tu vois, même de voir comment en fait t'arrives à animer cette plateforme. Ouais. Comment ça se passe. Comment ça se passe concrètement maintenant. Ok, je comprends les éléments financiers, mais dans les faits, tu vois, c'est ça, c'est un peu rendez-vous dans un an. Dans les faits, comment ça se passe quand t'as plusieurs cabinets et la fusion de tout ça. Bref, ça va être super excitant, un vrai plaisir à suivre. Merci pour tout ce que t'as partagé aujourd'hui. Merci pour tes questions. Si vous êtes toujours là, c'est que l'épisode vous a plu. Merci beaucoup. Et du coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partagez-le au plus grand nombre, mettez 5 étoiles. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.